Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à bord de ce webinaire organisé par PRH Solutions. Je vérifie où nous en sommes au niveau des connexions. Je vois que des participants continuent de nous rejoindre. En attendant, je vous propose de partager la présentation de ce webinaire exclusivement consacré au thème des congés payés. Évidemment, ce sommaire a été bouleversé par le projet de loi sur les arrêts maladie et l'acquisition de congés payés. La loi a été définitivement adoptée et publiée au journal officiel. Donc, elle introduit bien sûr de nouvelles règles et obligations d'information pour l'employeur que nous allons détailler pour vous aider à tout comprendre. Et pour décrypter ces mesures, nous avons invité Jules Magnan, qui est juriste spécialisé en droit social, pour animer ce webinaire. Et pour Bonjour à répondre à vos tous. questions en direct, Chloé Glicharneau et Léa Laforce, qui exercent au sein de notre service conseil. Bonjour Jules. Alors, avant de commencer, peut-être un dernier détail. Nous avons souhaité rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc, vous avez la possibilité à tout moment dans cet événement de poser vos questions directement en haut de votre écran avec l'onglet questions-réponses. Et bien sûr, notre équipe conseil vous répondra donc en direct. Jules, on peut commencer, c'est bon? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps au droit au congé payé. On va voir ce qu'on va voir ensemble. Et puis ensuite, donc, le calcul du nombre de jours de congé payé. Ensuite, on s'intéressera à la planification. C'est une fois qu'on a acquis en fait ces jours de congé payé, comment les poser. Et puis, on terminera par le décompte des jours et bien sûr le calcul de l'indemnité de congé payé à verser aux salariés. Donc, on peut s'atteler tout de suite à ce qu'on appelle voilà, le droit au congé payé. Le droit au congé payé, il est ouvert dès le premier jour en fait, de travail au sein d'une société. Le droit au congé payé, il est ouvert à tous les salariés, à tous ceux qui disposent en fait d'un contrat de travail. Et enfin, on a un petit cas particulier, il faut le savoir, c'est le cas du transfert d'entreprise. En cas de fusion-absorption, de fusion-acquisition, de scission d'une société, dans le cas d'un transfert d'entreprise, le personnel de la société en fait, est transféré automatiquement. C'est l'application de l'article L1224-1 du Code du travail pour la partie un petit peu technique. Et donc, les salariés qui sont transférés automatiquement dans la nouvelle société, par exemple en cas de fusion-absorption, bah, ils conservent en fait les droits à congés payés acquis chez le précédent employeur. Pourquoi? Parce que leur contrat de travail est transféré automatiquement. Donc, dans un cas comme celui-ci, c'est l'un des rares cas où le salarié va conserver en fait ses droits à congés payés. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour le droit au congé payé, hein, ouvert dès le premier jour de travail. On va s'atteler à la partie, on va dire, importante, le calcul du nombre de jours de congés payés, savoir combien, en fait, de jours de congés payés un salarié va acquérir. Donc, on va voir ensemble le principe de base, qui est que les droits à congés payés des salariés, ils s'apprécient, en principe sur une période dite de référence. Cette période-là, cette période de référence, c'est la période pendant laquelle ils vont acquérir des congés payés et ça n'est pas nécessairement, en fait, l'année civile. Le code du travail prévoit que cette période est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Donc, on n'est pas sur l'année civile, mais sur cette période-là. Généralement, c'est ce qui est mis en application dans la majorité des entreprises en France, des sociétés en France. Cependant, sachez qu'il est possible de modifier cette période par la conclusion d'un accord d'entreprise. Pour ce qui est de la durée, de l'acquisition plutôt de ce congé annuel, hein, de la durée acquise par le salarié, elle est de 2,5 jours ouvrables pour chaque période de 4 semaines de travail, en soit un mois de travail. On considère que le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé. Ou si on raisonne en jours ouvrés, comme ça peut être le cas, de base on raisonnera en jours ouvrables, selon le Code du travail, mais il est possible pour l'employeur de raisonner en jours ouvrés, c'est-à-dire les jours en fait, durant lesquels la société est ouverte. Euh, Dans un cas comme celui-ci, ça sera 2,08 jours en fait ouvrés. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est.
pour chaque période pour chaque mois, en fait, le salarié comptabilise 2,5 jours ouvrables. Avec un maximum, bien sûr, le maximum pour une année, c'est 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés en France, ou 25 jours ouvrés par an. En Europe, on garantit que 4 semaines de congés payés. En France, 5 semaines. Voilà pour ce qui est des règles classiques. Enfin, il y a une petite, comment dire, un petit allègement au bénéfice du salarié, c'est-à-dire que celui-ci, pour avoir le maximum de congés payés, pour avoir les 30 jours ouvrables, il doit avoir travaillé 48 semaines sur la période de référence. Un salarié qui a 4 semaines d'absence sur une année complète aura donc droit à la totalité de ses jours de congés payés. C'est au-delà de 4 semaines d'absence, 4 semaines par exemple d'arrêt maladie, où là, effectivement, il n'aura pas la possibilité d'avoir le maximum. Mais ça, c'est ce qui a été fait, c'est le système antérieur, en fait, aux nouveautés dont on va parler ensemble. Il y a certaines absences qui sont assimilées à du temps de travail à ce niveau-là, pour l'acquisition des congés payés. Attention, pas du temps de travail effectif, mais uniquement du temps de travail pour l'acquisition des congés payés. D'autres absences, par contre, peuvent être neutralisées, donc ne permettent pas d'acquérir des congés payés. On va voir ce qu'il en est de ce point de vue-là au niveau des nouveautés, en sachant que la convention collective peut être plus favorable que la loi sur cet aspect-là. Pour ce qui est des nouveautés, vous en avez tous entendu parler, donc une loi sur les congés payés est rentrée en vigueur à compter du 24 avril 2024. La nouveauté, c'est que dans le cas d'un arrêt maladie classique ou dans le cas d'un arrêt maladie d'origine professionnelle, un accident du travail, une maladie professionnelle, au-delà de 1 an d'arrêt, le salarié acquiert des jours de congés payés. Alors pourquoi est-ce que c'est une nouveauté? Parce qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Un salarié en arrêt maladie classique ne pouvait pas en fait acquérir de jours de congés payés. C'est désormais le cas depuis donc le 24 avril 2024. Il va falloir se mettre en conformité du point de vue de cette nouvelle législation qui rentre en vigueur pour se mettre en conformité avec le droit européen. Donc, si un salarié est placé en arrêt maladie d'origine professionnelle, même si cela fait plus d'1 an qu'il est en arrêt maladie d'origine professionnelle, contrairement à ce qui se faisait auparavant, il acquiert bien des jours de congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés, comme pour les règles classiques d'acquisition des congés payés. Cependant, attention, dans le cas d'un arrêt maladie classique, hors accident de travail, hors maladie professionnelle, il faut savoir que le salarié, il acquiert à ce niveau-là 2 jours ouvrables ou 1,66 jours ouvrés de congés payés pour ces périodes-là, pour cette période d'arrêt maladie. Tout de suite, ça pose une problématique puisqu'on sort des règles d'acquisition classiques des jours de congés payés et donc nécessairement, il faut savoir que, il va y avoir un calcul à effectuer puisque le salarié, là, pour ces périodes-là, ne va pas acquérir le même nombre de jours de congés payés que pour, une période d'acquisition classique lorsqu'il vient travailler ou lorsqu'il est placé en arrêt maladie, d'origine professionnelle. Donc vous voyez un petit peu la problématique qui se pose. Il va falloir adapter votre compteur de congés payés à ce nouveau mode d'acquisition. Il faut savoir également que, comme on l'a vu ensemble sur le slide précédent, le droit européen garantit donc à ce niveau-là 4 semaines de congés payés. Donc ces nouvelles règles d'acquisition des jours de congés payés ne sont valables que pour 4 semaines au maximum et pas pour les 5 semaines que l'on garantit à un salarié français. Donc à ce niveau-là, les nouvelles règles d'acquisition ne s'appliqueront que sur les 24 jours de congés payés au maximum, en prenant en compte, bien sûr, les congés payés que le salarié aura déjà pu acquérir. Donc voilà un petit peu la limite sur ces nouvelles règles d'acquisition. Pour ce qui est du calcul du nombre de jours de congés payés, on a des cas particuliers.
Le cas particulier, la petite problématique, c'est lorsque le salarié entre en cours d'année. Lorsque le salarié il entre en cours d'année, il commence à acquérir des congés payés dès son entrée dans la société, il faut le savoir. Et ces congés payés-là peuvent être pris dès leur acquisition. Donc ça, c'est un droit que l'on garantit en fait aux salariés, à ce niveau-là. Il faut en être, au courant, être informé. De la même manière, lorsque le salarié en fait part en cours d'année, en cours de période de référence, le principe est que la période de référence à retenir pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, lorsqu'elle prend fin, ça sera 2 dates différentes, en fonction du préavis, de savoir s'il y a une dispense de préavis. Là, on a une petite particularité. Si l'employeur a décidé de dispenser son salarié d'un préavis, la date à prendre en compte sera la date de fin du contrat de travail, le terme du préavis en fait. Si par contre c'est le salarié qui était à l'initiative de la demande de dispense, le principe c'est que la période de référence à retenir pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, ce sera le jour de la notification, enfin la période se terminera le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Donc ça, c'est une petite subtilité qu'il faudra prendre, en compte lorsque on parle de dispense, en fait, de préavis. Et enfin, le cas particulier que l'on connaît tous, les temps partiels. Un salarié à temps partiel, il y a un principe de base, c'est qu'on doit garantir les mêmes droits que, pour un salarié à temps complet. Donc un salarié à temps partiel, il acquiert autant de jours de congés payés qu'un salarié en fait à temps plein. Ça, c'est un principe de base que l'on voilà, qu'il faut toujours garder en tête parce qu'on a de nombreuses problématiques avec les temps partiels. Or, ils acquièrent le même nombre de jours, donc toujours garder en tête cet aspect-là. Pour les jours de congés payés d'un salarié à temps partiel, le décompte, il va se faire de la même façon, sachez-le. Il n'y aura pas d'incidence à ce niveau-là. Il n'y a pas de proratisation comme on peut en entendre parler. On ne fait pas de proratisation ni de règles de décompte différentes. On décompte tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence. Peu importe le salarié, en fait, était censé travailler ou était en repos. Enfin, alors, c'est pas du repos, hein, ou n'était pas censé travailler ce jour-là. Voilà. Voilà pour ce qui est des cas particuliers. Enfin, pour terminer sur le calcul du nombre de jours de congés payés, il faut savoir il existe des jours de congés payés supplémentaires pour les salariés qui auraient des enfants à charge et qui seraient rentrés en cours d'année. Donc, le salarié peut bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite des 30 jours ouvrables. Il n'acquiert pas de jours de congés payés, il ne va pas au-delà de ces 30 jours ouvrables, mais s'il est en dessous parce qu'il est rentré en cours d'année, on garantit à un salarié qui serait parent en fait, voilà, d'un enfant à charge, 2 jours de congés payés. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, dans ce cas-là, le congé supplémentaire, il est réduit à 1 jour, à ce niveau-là. Et il faut prendre en compte la définition de l'enfant à charge. C'est un enfant âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours qui vit, au foyer, hein, forcément au domicile. Il n'existe pas par contre de condition d'âge si l'enfant est en situation de handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération puisque c'est un droit, qui est donc garanti par le code du travail pour qu'un salarié en fait, par an puisse, bénéficier d'un petit peu plus de jours de congés payés, lorsqu'il rentre en cours d'année au sein de la société. Enfin, on a des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté qui sont prévus par la convention collective et notamment, on vous a mis comme exemple la convention collective Syntec ou la convention collective de la métallurgie. Donc attention à bien vérifier la convention collective, sur cet aspect-là. Voilà ce qu'il en était des règles d'acquisition des congés payés. On va s'intéresser désormais à la planification et à la gestion donc de ces congés payés. Comment faire, pour que, le salarié puisse prendre ses congés payés? Alors, il faut savoir qu'avant tout, la première des règles, c'est de fixer la période de prise des congés payés. Cette période, elle est fixée en fait par l'employeur. Il ne s'agit pas, attention, des dates des congés payés, mais de la période durant laquelle le salarié pourra prendre ses congés payés. Cette période, elle est fixée 2 mois à l'avance par l'employeur
2 mois à l'avance l'ouverture de la période pendant laquelle les salariés pourront poser leurs jours de congés payés. Et cette période, elle doit obligatoirement comprendre la période entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. C'est prévu, là, ce sont des dispositions d'ordre public prévues par le Code du travail. Donc en France, obligatoirement, entre le 1er mai et le 31 octobre, il faut prévoir une période de prise des congés payés. Les dates des congés payés, une fois que donc le salarié en fait a effectué sa demande, doivent être fixées 1 mois à l'avance. Donc l'employeur doit donner sa réponse une fois que le salarié a demandé à partir en congé. Il doit donner sa réponse 1 mois à l'avance et ces dates ne sont plus modifiables, sauf si on se met d'accord ou selon les circonstances exceptionnelles. Donc attention à ce niveau-là, il y a quand même des règles sur la planification et la gestion des demandes de congés. Enfin, pour que l'employeur détermine quel salarié va être prioritaire sur un autre vis-à-vis des demandes de congés payés sur des dates conjointes qui coïncident, l'employeur est en droit de refuser certaines demandes pour des raisons d'activité. Il doit quand même garantir en fait à son salarié de partir en congé payé, donc il doit prévoir une période qui permette au salarié de demander d'autres dates. Et lorsqu'on a des contradictions entre les salariés qui posent les mêmes dates, il faut qu'on détermine ces dates-là selon des critères que l'employeur doit prendre en compte, qui sont l'ancienneté au sein de la société, la situation de famille, alors là, c'est lorsque un salarié en fait est parent, il doit prendre en compte, ou lorsqu'il a un concubin, on doit prendre en compte les dates de congé de son concubin. Et attention, une règle particulière, lorsqu'on a un couple de salariés au sein de la société, on doit leur garantir de prendre leur congé en même temps, sur les mêmes dates. Et enfin, un autre critère, c'est l'autre activité, c'est-à-dire si le salarié exerce une autre activité à côté, par exemple dans le cas d'un temps partiel, on doit les garantir effectivement qu'ils puissent poser ses congés payés au même moment vis-à-vis d'un autre employeur. Donc ce sont des critères à prendre en compte et on va minorer ou majorer ces critères-là. C'est l'employeur après qui peut moduler, mais en tout cas, il doit faire attention à pouvoir bien justifier le choix de ces dates-là en fonction de ces critères. Pour ce qui est de la durée des congés qui peuvent être pris au cours de cette période, tout salarié doit prendre un congé d'au moins 12 jours ouvrables en continu. Donc, pendant la période de prise des congés, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre, c'est un droit que l'on garantit aux salariés d'avoir 12 jours ouvrables. C'est même une obligation pour le salarié d'avoir 12 jours ouvrables pendant cette période-là, ce qui correspond à 10 jours ouvrés, si on raisonne en jours ouvrés. Et au total, même, le Code du travail va plus loin. On garantit en fait l'intégralité de 4 semaines de congés payés durant la période entre le 1er mai et le 31 octobre. Simplement, on va le voir ensemble, il est possible de déroger à cette règle, mais elle ouvrira droit à des jours de fractionnement. En cas de fermeture d'entreprise, il est possible pour l'employeur de décider d'une période de congé payé pour tout le monde, en fait, si l'employeur ferme l'entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur donc doit placer tous ses salariés en congé payé. Par contre, pour le cas particulier des salariés qui n'auraient pas suffisamment de congés payés, il n'est pas tenu de verser un salaire à ce niveau-là aux salariés qui n'ont plus suffisamment de congés payés. Les salariés, dans ce cas-là, doivent prendre du congé sans solde, qui donc ne sera pas rémunéré, ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité de congés payés, ou sinon des congés payés par anticipation, ou encore des jours de repos ou des jours de RTT. Et sinon, il faut ne pas hésiter en tant qu'employeur à informer en fait son salarié qu'il existe une aide financière pour les salariés qui n'auraient plus de congés payés dans cette situation-là, notamment ceux qui sont rentrés en cours d'année et qui n'ont pas suffisamment de congés pour les cas de fermeture d'entreprise. Ils peuvent en fait demander à France Travail une aide financière pour des congés payés qui ne seraient pas rémunérés. Une fois que, bien sûr, on a soldé tous les cas différents. Pour ce qui est des jours de fractionnement,
Alors, qu'est-ce que les jours de fractionnement? C'est lorsque le salarié n'a pas été en mesure, on l'a vu, de prendre l'intégralité de ces 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Alors, les jours de fractionnement sont accordés lorsque le salarié a déjà, on lui a garanti 12 jours ouvrables en continu, ça c'est la loi, pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Mais par contre, il n'a pas pu prendre les 2 semaines supplémentaires pour atteindre 4 semaines. Dans un cas comme celui-ci, si le salarié a dû prendre au moins 6 jours de congés payés en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre, on est tenu de lui accorder 2 jours de congés payés supplémentaires. Si par contre, il a dû prendre entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de cette période-là, il n'aura droit qu'à un jour de congés payés supplémentaire. Attention, on est tenu de verser ces jours de fractionnement au salarié que lorsqu'on lui a imposé en fait cette situation. Si par contre c'est le salarié qui était d'accord pour qu'on procède de cette manière-là, pour qu'il n'ait pas en fait 4 semaines du 1er mai au 31 octobre, on ne lui accorde pas les jours de fractionnement. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur la gestion des congés payés, sur la manière de les poser. Attention, puisque dans cette même gestion, il va falloir prendre en compte le report, en fait, des congés payés qui auraient été acquis en période d'arrêt maladie. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, depuis le 24 avril 2024, comme l'on garantit, en fait, à des congés, à des salariés, des congés payés en période d'arrêt maladie, ceux-ci ne pouvant pas prendre leurs congés payés pendant la période de référence en raison d'une maladie ou d'un accident, ils ont droit à un report de 15 mois pour les prendre. Donc ça, c'est une nouveauté qui risque d'être véritablement problématique pour les employeurs, puisque, un salarié, donc, il peut acquérir des jours de congés payés pendant des périodes d'arrêt maladie, ça c'est de la nouveauté, mais 2, en plus, il faut garantir à ce niveau-là, il faut garantir un report donc de 15 mois. Ce report, il peut être prévu une durée de report supérieure, au-delà de 15 mois par accord d'entreprise. Et ce report, en fait, ne va commencer à compter qu'à partir du moment où l'employeur aura informé, en fait, le salarié. Ça, c'est véritablement ça qui va être très important. Je le surligne en rouge, c'est ça qui va être très important, en fait, pour l'employeur. Ça va être d'informer son salarié au moment où le salarié, en fait, reprend le travail, du nombre de jours de congé auquel il a droit, 2, à la date limite pour prendre ses congés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié, s'il est en arrêt maladie, on est obligé de comptabiliser les jours de congés payés qu'il va avoir. Et 2, quand il va revenir travailler, il va falloir impérativement l'informer du nombre de jours de congés auxquels il a droit, ici, et la date limite. L'employeur, il a 1 mois compté de la reprise du salarié pour lui fournir cette information. C'est extrêmement important de le faire parce que ça permet de faire, en fait, courir le délai de report de 15 mois. Sinon, ça ne sera pas possible, en fait. Donc, il faut impérativement penser de la même manière qu'une visite de reprise, si jamais le salarié, en fait, revient après 30 jours d'arrêt de travail, il faut impérativement penser à informer son salarié qu'il y a un report de 15 mois de ses congés payés. Par ailleurs, la Direction générale du travail a apporté une précision supplémentaire. Si pendant la période de report durant laquelle le salarié pourra poser ses jours de congés payés spéciaux acquis par rapport à la période d'arrêt maladie, si pendant cette période de report, il est à nouveau en fait en arrêt, l'employeur, c'est-à-dire il revient travailler et puis il est à nouveau en arrêt, l'employeur doit adapter la situation au cas par cas pour laisser une durée de report suffisante au salarié. Donc ça, pour l'employeur, c'est une véritable contrainte. On va voir un petit peu ce qu'il en est sur l'application de ce texte de loi pour l'avenir, puisque là, la DGT donne une information, une contrainte supplémentaire encore. Ça risque d'être très compliqué pour l'employeur. Voilà, il va falloir être vigilant sur ce report, sur ces acquisitions de jours de congés payés. Pour ce qui est
des reports des congés payés en cas de période d'arrêt maladie de longue durée. Là, on a une précision qui a été donnée par le législateur. Pour les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus d'1 an, attention, depuis plus d'1 an, dont le contrat continue à être suspendu, là, on ne va pas attendre que l'employeur informe en fait le salarié, on va faire partir tout de suite la fin de la période de référence. Alors, on va pas, pardon, on va faire partir tout de suite en fait à la, comment dire, la durée de report des 15 mois à la fin de la période de référence au titre de laquelle les CP ont été acquis. Donc, si j'ai ma période de référence qui va du 1er juin au 31 mai, mon salarié pendant cette période, il est en arrêt maladie. Si ça fait plus d'1 an, en fait, s'il a toute une période de référence pendant laquelle il est en arrêt maladie, là, mon délai de report, il va commencer tout de suite à courir, peu importe que j'ai informé ou pas mon salarié. Et si donc le salarié reprend le travail avant l'expiration de la période, avant l'expiration des 15 mois, dans ce cas-là, il faudra quand même informer son salarié pour que le report puisse jouer. Si par contre, il perd en fait, il ne revient pas après les 15 mois de report, il perd les congés payés acquis. Donc, il va y avoir en fait, là pour le coup, il y a un système de perte à ce niveau-là. Donc, il faudra calculer combien de jours, combien de reports il aura le droit encore à faire valoir. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour le report des congés payés acquis en période d'arrêt maladie de longue durée. Une dernière chose, c'est qu'on est tenu de vous parler de la rétroactivité, puisque les dispositions dont on vient de parler, elles vont jouer pour l'avenir, d'accord? Mais le problème, la problématique, c'est que le droit européen garantissait en fait cette situation depuis le 1er décembre 2009. Donc, on est tenu de procéder à une rétroactivité de la situation au 1er décembre en fait 2009, jusqu'au 1er décembre 2009. Donc là, c'est une véritable problématique parce que si un salarié vient vous voir pour demander l'acquisition des congés payés qu'il a eus durant un arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009, on va être tenu de calculer en fait le nombre de jours de CP qu'il aura acquis en prenant en compte les règles dont on vient de parler avec l'acquisition qui est un petit peu particulière, 2 jours ouvrables dans le cas d'un arrêt maladie classique, et puis surtout le fait que le salarié ait un report de 15 mois pour les prendre. Ce report ne jouera qu'à compter de l'information. Donc, comme on a l'information, elle ne peut partir qu'à compter de maintenant, puisque les salariés et les employeurs n'étaient pas au courant de ces dispositions avant le 24 avril. Donc, effectivement, il y a une régularisation qui pourra être demandée par tous les salariés. Pour les salariés présents dans l'entreprise, ils peuvent demander cette régularisation pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire à compter du 24 avril. Pour les anciens salariés, c'est une prescription de 3 ans qui s'applique. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur la gestion des congés payés. Et on va terminer par le décompte des congés payés. Alors, les règles classiques de décompte d'un congé payé, c'est que le premier jour, le point de départ du congé, c'est le premier jour où le salarié aurait dû travailler, en fait, jusqu'à la reprise de son travail. Et tous ces jours-là doivent être décomptés. Tous les jours ouvrables, en tout cas, doivent être décomptés pendant cette période. Cette méthode, elle s'applique aux salariés à temps partiel, même s'ils ont des jours pendant lesquels ils ne travaillent pas, ils seront quand même comptabilisés par, on l'a dit, principe de non-discrimination. Et donc, les CP habituellement sont décomptés en jours ouvrables, mais il est possible de les compter, de les calculer en jours ouvrés. Dans ce cas-là, une semaine de congé payé est équivaut à 5 jours au lieu de 6. Que se passe-t-il si le samedi coïncide avec un jour férié? On va le voir ensemble. En cas de décompte en jour ouvrable, il y a un décompte de 5 jours et non de 6. Et en cas de décompte en jour ouvré, un décompte de 4 jours et non de 5. C'est une règle particulière. Et enfin, même si ce n'est pas expressément prévu, il est possible de prévoir des demi-journées de congés payés, la prise de demi-journées de congés payés. En revanche, par contre, on ne peut pas décompter des jours de congés payés en heures. Il n'est pas possible de faire un décompte horaire. Pour ce qui est des cas particuliers,
il n'y a aucune condition minimale d'activité pour avoir droit à ces congés payés. Le salarié qui a travaillé moins d'1 mois a droit à des congés payés. Simplement, ça sera calculé au prorata du temps de travail effectué. Par ailleurs, en termes d'arrondi, le droit du travail prévoit que lorsqu'on arrive à un chiffre à décimale, ça doit être arrondi à l'entier supérieur. Attention, parce que cette règle est très favorable, d'accord, pour les salariés, surtout pour les contrats de courte durée. Enfin, pour le cas d'un arrêt maladie qui surviendrait en fait pendant les congés payés, alors attention, si le salarié tombe malade juste avant en fait de partir en congé, une fois que sa demande a été acceptée, si juste avant qu'il parte en congé, ben, il tombe malade, il sera en arrêt maladie. Si par contre le salarié il tombe malade une fois qu'il est en congé payé, là il n'est pas en arrêt maladie, il est bien en congé payé. Il ne peut pas exiger de report pour compenser sa période en fait de maladie pendant des congés. Il sera malade en congé, tant pis pour lui, mais il pourra bénéficier par contre du cumul des congés payés et des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale et surtout à son retour, s'il est toujours malade, il est toujours placé en arrêt maladie, ben là, au sein de la société, il sera en arrêt maladie. Pour finir, si le cas particulier du jour férié, on l'a brièvement vu ensemble, en fait, l'idée, c'est que si le jour férié tombe un samedi, si ce jour férié est habituellement travaillé, il est compté en congé payé. Si ce jour férié est habituellement chômé, non travaillé, là, on ne le comptabilise pas comme un jour de congé payé. C'est la même règle pour les jours ouvrés, à la différence qu'en plus, on ne comptera pas le vendredi, par principe d'égalité entre les deux méthodes, puisqu'on a moins de jours de CP quand on est en jour ouvré. Donc, on applique cette règle particulière. Voilà, et on terminera par le calcul de l'indemnité de congé payé. La règle de calcul est la suivante. Donc, l'indemnité de congé payé, elle est destinée à compenser une perte de salaire pendant les congés payés. Elle est calculée sur la base du 10e de la rémunération totale perçue entre le 1er juin et le 31 mai, c'est-à-dire la période de référence qu'on a vue ensemble. Sinon, il y a une autre méthode de calcul, c'est ce qu'on appelle le maintien de salaire. En fait, on reconstitue le salaire, on considère que c'est la rémunération qui aurait été perçue pendant les congés payés si le salarié avait continué à travailler. L'employeur y retient la solution la plus avantageuse pour le salarié. Attention, pourquoi? Parce que pour la règle du 10e, on a un changement, d'accord? On a un changement du fait que le salarié qui a acquis des jours de congés payés en arrêt maladie classique, attention, ça ne vaut que pour les arrêts maladie classiques, il n'acquiert en fait que, le calcul sera fait que sur 80% de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, puisqu'il n'acquiert que 2 jours de congés payés, donc par mois, donc 2 jours ouvrables de congés payés. Donc, on considère que dans le calcul de l'indemnité de congés payés, ça doit se retranscrire, raison pour laquelle le calcul se fera qu'avec 80% de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence. Pour le règle du maintien de salaire, rien ne change, d'accord? On prend le salaire de base, on reconstitue avec la moyenne des jours par mois, mais là, ça n'a pas d'incidence. Donc, on pense clairement, en fait, les règles d'acquisition pour les salariés en arrêt maladie n'auront pas d'incidence. Donc, on pense clairement que le maintien de salaire, il sera toujours fait application du maintien de salaire dans ce cas-là, dans ce cas particulier des règles d'acquisition des jours de congés payés en arrêt maladie. En arrêt maladie classique. On peut passer à la phase de questions-réponses. Voilà, la présentation est terminée sur les congés payés. Donc, on va pouvoir vous répondre. On est donc les 3 juristes de l'équipe mobilisés par rapport à cette situation. Donc, je pense que tout au long de la présentation, vous avez déjà eu peut-être l'occasion d'avoir eu des réponses à vos questions. Oui, tout à fait. Pour poser vos questions, vous avez un menu tout en haut qui s'appelle Q&R, donc, dans lequel vous pouvez poser vos questions. On a eu déjà pas mal de questions pendant le webinaire et c'est vrai que merci à Léa et à Chloé qui ont répondu en direct.
On a encore 5 à 10 petites minutes pour ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Sinon, bien sûr, le replay complet de ce webinaire ainsi que le document de présentation vous sera partagé d'ici la fin de semaine. On est en train de mettre à jour également toutes les fiches pratiques en fait dédiées aux congés payés avec bien sûr ces nouvelles règles en fait de calcul pour les arrêts maladie. Et on vous partagera tout ça en fait d'ici la fin de semaine directement sur votre boîte mail. Je vois pas de questions qui arrivent de. Ah si, une nouvelle question. Une question de Florence. Bonjour, comment calculer le nombre de CP pour un salarié qui a eu 2 mois d'arrêt maladie sur la période de référence? Est-ce qu'on considère qu'il acquiert 10 fois 2,083 jours, soit 21 CP sur la période, et pas de calcul supplémentaire comme il a au moins 20 CP garantis? Ou doit-on ajouter l'acquisition de 2 jours par mois en arrêt maladie non professionnel, soit 25 CP au total? Alors, vu la question, on va très certainement reprendre contact avec vous pour Oui, vous garantir en fait le calcul, parce que là, on rentre carrément dans un calcul. Donc, ce que je vous propose, voilà, ça va être de vous répondre en fait un petit peu plus tard pour que vous ayez la réponse à votre question. Donc, Florence, on a bien votre adresse email et on a bien vos coordonnées, donc on vous répondra en fait directement sur votre boîte mail très, très rapidement. Bah, je vous remercie à tous pour ce moment partagé ensemble. Merci à Jules pour cette présentation complète. Merci à Chloé et Léa donc de notre service conseil qui ont assuré en fait les réponses à vos questions donc en back office. On vous redonne rendez-vous au mois de juin pour un nouveau webinaire de notre service conseil. On vous partage tous les documents hyper rapidement et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci beaucoup, au revoir.